Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, les mosquées et les médias reliés à l'islamisme radical n'ont plus droit de citer en Tunisie. Le Premier ministre a réagi à l'offensive du Mont Chambi à la frontière algérienne du 16 juillet 2014. 14 soldats y avaient perdu la vie. L'opposition gabonaise réunie sous un nouveau parti en vue de l'élection présidentielle de 2016. Le Front de l'opposition pour l'alternance a vu le jour samedi 19 juillet. La formation est composée majoritairement d'anciens membres de l'Union nationale. Et puis zoom sur le secteur universitaire en Afrique. En 40 ans, le nombre d'étudiants est passé de 200 000 à 40 millions. Les universités africaines ont adopté des réformes pour devenir plus compétitives, mais plusieurs difficultés s'imposent encore à elles. La Tunisie sévit après l'attaque terroriste du 16 juillet qui a coûté la vie à 14 soldats. Des pertes militaires considérées comme les plus lourdes depuis l'indépendance du pays en 1956. Le Premier ministre tunisien Mehdi Djouma a ainsi ordonné la fermeture de toutes les mosquées et tous les médias affiliés à l'islamisme radical. Yora Radinjaï. Après l'attaque terroriste qui a fait 15 morts du côté des soldats tunisiens le mercredi 16 juillet 2014, le Premier ministre tunisien Mehdi Djouma a ordonné la fermeture de toutes les mosquées et de tous les médias liés à l'islamisme radical. Beaucoup de Tunisiens s'inquiètent de la montée de l'islamisme et dénoncent le laxisme du gouvernement. Il y a des foyers de propagande terroriste qui ont pris certaines mosquées, certains médias de la haine comme foyer essentiel. Et donc, dans la feuille de route dont a été chargé M. Mehdi Djouma lors de sa désignation d'une manière consensuelle en tant que chef du gouvernement, il y a justement l'éradication de ces foyers de propagation, d'incitation à la haine. Il n'a fait que répandre. Parce qu'il y a, en Tunisie, 5 000 mosquées, dont 4 000 ont été construites après l'indépendance. Il y avait à peu près 1 500 mosquées qui avaient été investies par des prôneurs de la haine, par des apprentis terroristes, par des gens contre la République, ses valeurs et tout ça. Certaines mosquées ont été reprises, mais d'autres demeurent toujours entre les mains de ces terroristes. Une décision critiquée d'une part par une partie de la population tunisienne qui dénonce la fermeture de radios et de télévision. Et pour le Premier ministre, cette mesure a été prise en étroite concertation avec la haute instance pour l'audiovisuel. Mais certains Tunisiens trouvent insuffisantes ces décisions et exigent que le chef du gouvernement, Mehdi Djouma, aille plus loin. Premièrement, il y a cette loi antiterroriste qui a été suspendue par le gouvernement de la Troïka et maintenant à l'Assemblée constituante. Donc, faire valoir la loi antiterroriste, qui est une loi internationale éditée par les Nations Unies en 2003, qui est en vigueur un peu partout dans le monde. Mais ici, la Troïka s'en est emparée, surtout le mouvement Ennahda, pour dire elle porte atteinte aux droits de l'homme. Il faut une loi antiterroriste claire, nette et précise. Deuxièmement, essayer de parer à toutes les infiltrations au sein de la police, de l'armée et de l'administration de gens pro-Nahda ou pro-Troïka ou même salafistes ou carrément terroristes qui sont dans la haute administration. Troisièmement, voir aussi au niveau des associations juguler toutes les associations qui servent de cache-misère pour les terroristes, pour le recrutement. Depuis l'attaque terroriste de ce 16 juillet 2014, les autorités tunisiennes ont également annoncé l'interpellation de près de 70 islamistes radicaux. L'attaque a été revendiquée par le groupe islamiste, la brigade Okba Ibn Nafa, liée à Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI. Malgré le cessez-le-feu signé vendredi 18 juillet, les combats se poursuivent à l'aéroport de Tripoli en Libye. Le site est depuis dimanche le théâtre d'affrontements entre milices pro et anti-islamistes. Le tarmac a été la cible d'obus, de tirs de mortier, de canons ou encore de lance-roquettes. Un avion a même été incendié. Rappelons que le site contrôlé depuis 2011 par des brigades de Zenten est fermé depuis le 13 juillet. L'actualité, c'est aussi ce nouveau parti politique créé samedi 19 juillet au Gabon, baptisé le Front de l'opposition pour l'alternance. Cette coalition compte parmi ses membres l'ancien secrétaire général du Parti démocratique gabonais, parti au pouvoir, et Jean Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine. Le parti rassemble d'anciennes figures de l'Union nationale et sonne le glas de l'Union des forces de l'alternance. Florence Assimporé. Au Gabon, une nouvelle coalition de l'opposition est née. Il s'agit du Front de l'opposition pour l'alternance, le FOPA. Créé sous l'impulsion de plusieurs acteurs du paysage politique, ce nouveau front uni de l'opposition affirme un objectif clair, celui de conquérir le pouvoir en 2016.
Nous venons donc de regrouper ces personnalités dans un front qui doit faire face au pouvoir établi. Ce pouvoir dont nous savons tous qu'il n'est pas légitime, car Ali Bongo a accédé au pouvoir en 2009 par des voies non démocratiques. Tout le monde le sait, à commencer par lui-même. C'est la première chose qu'il faut rappeler, je crois. La deuxième chose est que nous devons proposer une alternative à ce pouvoir. Nous allons nous y employer. Les nouveaux signataires du nouveau front politique de l'opposition entendent opérer un changement politique avec le concours du peuple gabonais. Nous pensons que nous qui appartenons à des partis politiques divers, nous devons avoir une préoccupation, c'est celle de changer le régime, puisque nous prétendons tous être des partis de l'opposition. Ça, c'est la chose fondamentale. Il s'agit en tout cas de remobiliser le peuple, parce qu'il faut bien que le peuple soit instruit de nos propositions et que nous recueillions les avis du peuple avant de formuler un projet, parce que nous sommes des démocrates. Nous n'imposons rien au peuple. Pour l'heure, aucun candidat issu de la nouvelle coalition de l'opposition n'a été déclaré pour faire face au président sortant Ali Bongo Ondimba. Le front de l'opposition pour l'alternance a annoncé une stratégie électorale dans les prochains jours pour atteindre l'objectif ultime, remporter l'élection présidentielle prévue pour 2016. L'actualité économique, c'est la capitale togolaise, Lomé, qui veut s'affirmer comme une plateforme financière majeure en Afrique de l'Ouest. Et pour concrétiser ses ambitions, la ville mise sur le secteur portuaire. Le port autonome de Lomé a ainsi bénéficié d'un projet de modernisation depuis 2011 et les autorités n'ont pas hésité à s'inspirer des techniques asiatiques. Erika Oraga. D'ici fin 2014, le port autonome de Lomé au Togo souhaite devenir le plus grand port d'Afrique. Au cours de ces dernières années, ce port a connu de grandes mutations avec la mise en place d'un projet de modernisation dont les travaux ont été lancés en mars 2011. Un projet de modernisation qui devrait augmenter la capacité d'accueil des navires pour une meilleure rentabilité. Si le port autonome de Lomé arrive à satisfaire tout le potentiel qu'il recèle, nous aurons un type de développement à la singapourienne, c'est-à-dire faire du Togo une économie de service. Et dans ce type de développement à la singapourienne, effectivement, le port autonome est amené à jouer un rôle central. Il n'est pas seul, c'est pour ça que dans le même temps, il y a un effort particulier sur les infrastructures. Le port autonome de Lomé joue un rôle important dans l'économie nationale. Il représente d'ailleurs la principale source de recettes. Pour le ministre des Transports togolais, Damipi Nupoku, les travaux de modernisation de ce port pourraient le rendre plus dynamique. Le port autonome de Lomé est une institution qui participe pleinement à la vie économique du pays. Il est dans un bon état. Il y a un certain nombre de projets qui se déroulent. Les activités sont en pleine croissance. C'est une institution que nous voulons mettre comme poumon de l'économie nationale et donc partir de ce port pour développer réellement notre pays. Le coût total du projet de modernisation du port de Lomé est de 300 milliards de francs CFA, d'importantes transformations qui pourraient permettre au port autonome de Lomé de devenir le plus important du continent. Et pour dynamiser l'activité sur le continent, les pays africains misent sur l'industrie, mais aussi sur l'éducation et précisément sur l'enseignement supérieur. Toutefois, l'acquisition des diplômes universitaires avancés se heurte à de nombreuses difficultés. Au Sénégal, par exemple, le secteur tente d'aligner les formations avec le marché de l'emploi. Les explications de Djaranjai. Le continent africain mise de plus en plus sur l'enseignement supérieur pour impulser son développement. L'importance d'un enseignement de qualité n'est plus à démontrer et les dirigeants africains le savent. Pour preuve, les multiples réformes des universités sur le continent. Adoption du système LMD, développement des infrastructures universitaires, mais un élément semble capital pour la bonne réussite de ces réformes. C'est la formation du personnel enseignant universitaire. Après plusieurs décennies, au cours desquelles les gouvernements ont accordé la priorité à l'enseignement primaire et secondaire, les universités sous-financées peinent parfois à offrir des enseignements de qualité. Au Sénégal, des efforts ont été ressentis par le corps enseignant, mais restent toujours insuffisants, notamment en raison des multiples grèves récurrentes. Il y a pas mal d'avantages, il y a pratiquement deux doublements, voire presque triplement des salaires
il y a un bon traitement. Maintenant, on est souvent confronté à des difficultés liées aux différentes grèves qui sont organisées. On n'est pas maître tout de suite de conf. On est assistant, après maître assistant associé, maître assistant titulaire, après chargé de cours ou maître de conf. Pourquoi ne pas procéder à une réforme des grades? Donc les enseignants se sont beaucoup soulevés pour qu'on procède à une réforme des grades, c'est-à-dire de réduire les grades à deux. Il y a un statut de deux grades. On est maître de conf et professeur. Les effectifs d'étudiants à tous les niveaux sont passés d'environ 200 000 il y a une quarantaine d'années à environ 10 millions aujourd'hui. La hausse des investissements publics dans l'enseignement supérieur traduit l'évolution des perceptions du rôle des systèmes universitaires dans le développement de l'Afrique. Mais de nombreux défis sont encore à relever pour rendre la formation universitaire plus compétitive. L'enseignant n'est quelquefois jamais préparé à dispenser un cours dans les conditions réelles d'un cours. Souvent, on débarque tout simplement parce qu'on a une thèse et qu'il n'y a pas de formation au préalable pour être en face des étudiants en amphi pour pouvoir prendre la parole. L'autre question importante pour la prochaine génération d'universitaires africains a trait aux perspectives d'égalité de participation des femmes à l'enseignement supérieur. Pour y remédier, les conditions d'un meilleur accès des femmes à l'enseignement supérieur devront être créées. Elles commencent par une forte scolarisation des filles et un accès équitable des filles et des garçons à l'enseignement supérieur. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.